Ils sont deux déjà sur ce plateau, ils ont beaucoup attendu. Déjà, j'ai l'expert et surtout j'ai l'homme de droit. L'expert de ce matin, c'est tout simplement le docteur Edimo Mongori qui est notre invité ce matin. Bonjour docteur Edimo, bienvenue à vous. Bonjour. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés, mais bon, bienvenue. Bienvenue. À ma gauche, il y a justement Théo Yom, avocat, maître. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour, merci. Je vais commencer justement avec vous, monsieur, parce que le temps nous est imparti. Docteur Edimo, là, vous êtes sur notre plateau ce matin. Vous parlez bien sûr de vos deux livres qui sont sortis. Je commence à par l'émergence d'un dragon africain d'envergure régionale. C'est la grande interrogation, en tout cas, de votre livre, Cameroun 2035. Absolument, c'est ça. Vous pouvez répondre moi à cette interrogation? Oui. Est-ce que vous vous interrogez? Voilà, je veux savoir si c'est possible d'atteindre l'émergence en 2035. En 2035, oui. Les Camerounais se posent cette question tous les jours, au regard des problèmes, des contraintes relativement fortes à l'interne comme à l'international. Beaucoup de Camerounais ont plein de doutes. Ils planent ce qu'on appelle généralement le Camer pessimisme aujourd'hui au Cameroun. Donc, du coup, du fait que d'ailleurs la croissance moyenne n'a pas éteint l'objectif de 5,5% tout au long de la décennie 2010. Beaucoup de gens s'interrogent et sont dubitatifs quant à la possibilité d'atteindre ce cap en 2035. Voilà, c'est la thématisation qui est au cœur de cet ouvrage. Oui, donc vous vous interrogez justement sur le Cameroun pour un dragon africain d'envergure régionale. Parce que c'est son objectif d'être un dragon africain d'envergure régionale. Et moi je dis, contrairement à ce que beaucoup pensent, je sais que ça choque énormément, peut-être même ceux qui décident, mais du point de vue économique... Donc pour vous, le Cameroun ne pourra pas être émergent en 2035? Non, bien au contraire. Ah, d'accord. Bien au contraire. Il y a beaucoup de vents favorables qui le prédisposent d'office à y arriver. Mais il y a des vents contraires également à nettoyer très rapidement. Mais les possibilités sont inouïes dans la mesure où c'est le pays aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, qui affiche la plus forte massification d'investissements d'infrastructures, ce qui est une base clé pour renforcer la croissance, pour l'accélérer. Je crois qu'il est sur une bonne trajectoire, même comme il y a plein de vents contraires au rang desquels la corruption... D'ailleurs, dans votre livre, vous faites savoir que quels que soient les maux dont souffre actuellement ce pays, en tout cas, il se révèle plein de promesses. Il est plein de promesses, les conditions initiales sont très favorables, mais surtout, le contexte méga économique se prête très favorablement à lui. C'est le seul pays, heureusement pour lui, qui soit innervé par 4 corridors de transit, donc le point de jonction naturel entre l'Afrique centrale, occidentale et sahélienne. Et vous savez, en économie, on s'enrichit à travers la vigueur des échanges. Donc, quand un pays est d'emblée la porte d'entrée et de sortie de plusieurs autres pays, du coup, il peut expérimenter des débordements de croissance énormes à partir du moment où il s'implique dans une transformation industrielle. Et pour y arriver, il faut justement avoir un stock d'infrastructures spatialement connectives suffisamment important. Et je crois savoir que ces efforts ont été déployés suffisamment ces 10 dernières années avec une massification d'investissements d'infrastructures qui a atteint près de 12 000 milliards de francs investis dans les seules infrastructures. Ça, c'est quelque chose d'incroyable, avec plusieurs barrages qui sont construits, même s'ils ne sont pas encore mis en service, mais au tournant des années 2022-2024, on pourrait se retrouver dans une situation de manière logique où les centrales thermiques qui coûtent 4-5 fois l'hydroélectricité devraient être mises au rebut et permettre ainsi de dégager par semaine, je n'ai pas dit par mois, par semaine, 1 à 2 milliards de gagnés, parce qu'en fait, l'hydroélectricité est une valeur importante. Ça rapporte beaucoup de devises. Et plus loin, lorsque maintenant ce pays se mettrait dans une trajectoire de vente, de commercialisation de cette énergie vers des pays voisins, aussitôt il se positionnerait automatiquement en hub énergétique. Mais au-delà, il y a beaucoup d'autres aptitudes qui sont là, dormantes pour le moment, mais actives également. Il peut se mettre dans une trajectoire qu'il installe comme hub d'opérations maritimes dans la sous-région du Golfe de Guinée, dans la mesure où
tous les ports du Nigeria sont éternellement engorgés. Le Nigeria, vous le savez peut-être, est en train de construire, et d'ailleurs 3 ports, notamment à Ibaka, à Badagry et à Lekki, de manière à pouvoir sortir de ce dilemme qui est quand même surtout désengorger justement les ports qui sont aujourd'hui, il faut le dire. Or, le port plein. le plus important, avec des profondeurs suffisantes, C'est le port en eau profonde de Kribi. Au-delà, celui de Limbe, qui pourrait être aménagé avec moins d'1 milliard de dollars. Celui de Kribi, il est très lourd. Ça va dans les 10 milliards de dollars pour le terminer. Et l'autre est à l'intime proximité du Nigeria. Et quand on sait à quel point les ports nigériens, celui d'Apapa, de Calabar, de Port Harcourt, sont engorgés, on est tout proche de dire que cette opération, la mise en route de ce port, cet outil portière de Limbe, donnerait tellement d'énergie nouvelle à l'économie camerounaise. Vous savez, Cotonou et plein d'autres villes ouest-africaines vivent essentiellement de cet engorgement massif des ports nigériens. Mais au-delà, il y a l'outil numérique. Et ça, c'est peut-être le plus important. En fait, pour basculer dans les cercles vertueux de croissance, il est important surtout qu'on ancre dans ce qui représente aujourd'hui la base même de l'économie mondiale. On vous comprend parfaitement que le Cameroun est un dragon qui dort, mais qui forcément va se réveiller dans les jours à venir et dans les années à venir, en 2035. Absolument. Vous avez également un autre livre, Brève histoire de l'économie camerounaise, 1945-2020. Il y a pas mal d'artistes et d'ailleurs d'hommes politiques, d'hommes d'affaires, et sans oublier bien sûr d'hommes politiques, chanteurs, artistes, tout cela. Absolument. Ce que je veux dire dans ce livre, c'est que en fait, nos hommes d'affaires, très brillants d'ailleurs, ont pu effectivement construire beaucoup de choses qui ont servi à notre économie, mais la visibilité de notre économie a été également décuplée et renforcée grâce à l'activité des footballeurs, des musiciens. Vous voyez, donc vous les voyez en grande crame. Il y a pas mal de personnes. On a vu Manu Dibango qui est là, on a vu Tokoto qui est Jean-Pierre Tokoto. On voit par exemple Roger Mila, Bendeka. Il y a également la jeune génération. On voit également une jeune génération qui est là également. Issa Yatou qui était justement à la CAF. On a Issa qui est également les Tofis, Thomas Kono. Ils sont nombreux. Fotso Victor. Et Kambi Brillant, Patrick Mboma, je ne vais pas tous les citer, mais bon, vous dites quand même qu'ils font partie de l'histoire, et vous dites en tout cas en bas de votre livre que ce sont ces génies qui ont contribué à récupérer la visibilité du Cameroun à l'international. Absolument, c'est eux. Vous savez, le Cameroun est devenu très présent dans les radars internationaux à partir des années 90. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, mais une Coupe du Monde, ça représente des milliards de téléspectateurs, et arriver au stade des quarts de finale oblige le monde entier à tourner le regard vers le pays. C'est pour cela que j'aime bien rappeler que ces gens, mais vous avez également des journalistes comme vous. Oui, justement. Vous avez vu là. Ne vous inquiétez pas. Bandakani, je crois. Bandakani, elle a également. C'est des gens qui sont très présents. Vous êtes très présents et vous apportez beaucoup à la culture camerounaise, beaucoup à la formation politique de la population camerounaise. Et à un moment donné, il faut dire que il faut bien qu'on prenne compte de cela. Bon, mais le fond de ce problème, dans ce livre, je vais démontrer quelque chose qui est passé tout à fait inaperçu. C'est que l'économie du Cameroun, en fait, s'est effondrée entre 1980 et 1982. Pour nous autres économistes, lorsque vos ratios de solvabilité et de liquidité passent pleinement au rouge, vous êtes mort. Lorsque votre endettement est multiplié par 9, et c'est le cas entre 72 et 82, l'endettement du Cameroun passe de 4 300 millions de dollars à près de 3 900 millions de dollars est multiplié par 9. Même chose pour le service de la dette. Donc, on peut dire que l'économie était déjà totalement à plat, même si
même si ce pays a pu à l'époque démarrer une multitude de projets dans l'espoir justement de devenir très rapidement un pays industrialisé. C'était l'objectif du libéralisme planifié, mais seulement le malheur a été que au moment où on espère y arriver, il y a un retournement de tendance au niveau des cours du pétrole, et le pétrole à l'époque représente 60% des recettes d'exportation du pays, donc on est une économie absolument pétrolisée. Subitement donc, à partir de fin 80, il y a le deuxième choc pétrolier qui intervient et qui porte le baril qui était de $2,5 seulement en 73. Nous commençons à produire en 75 à peu près. Donc, le baril est passé en l'espace de 6 mois après le premier choc pétrolier à $14. Et en 80, fin 79, 80, début 80, on passe à $40 pratiquement. Donc, le pays est inondé par des crédits de toutes sortes. Il espère rentabiliser. Malheureusement, on s'installe dans une tendance baissière à partir de 1980. Et en 85, ça s'effondre. Et ça reste dans les profondeurs abyssales, en dessous. Donc c'est une grande première, en tout cas, qu'on voit le pays grandir autant. Et surtout, chercher à émerger en 2035. Merci en tout cas, docteur Edimo, d'être avec nous ce matin et surtout d'avoir été avec nous. Je vais me tourner d'abord avec maître Théo Hiom. Bonjour maître. Bonjour. Précisons d'ailleurs que depuis, on était ici d'ailleurs ensemble la semaine dernière quand on faisait savoir que jusqu'à preuve de contraire, eh bien, les bars sont ouverts, les débits de boissons sont également ouverts. Malheureusement, pour certains, c'est une grosse erreur. Alors, ça dépend du point de vue. Chacun peut en tirer la couverture de son côté, comme on dit chacun peut au faire quartier. son analyse. Oui. C'est, à mon sens, d'abord une mesure de relance de l'économie, en tout cas, de ce secteur d'activité qui représente une grosse partie de notre économie, bien que beaucoup fonctionnent dans l'informel. Oui. L'économiste pourra confirmer que à peu près 80% de notre économie fonctionne dans l'informel. Donc, pour moi, c'est une mesure de relance de l'économie. En tout cas, c'est aussi, je vais embrayer sur le sujet que je voulais aborder, c'est aussi une façon d'éviter, ce dont je veux parler ce matin, d'éviter les effets de la force majeure. Oui. En fait, ce dont je voulais parler, c'est la force majeure qui se définit comme un événement irrésistible, imprévisible, qui est extérieur à la partie débitrice de l'obligation et qui l'exonère de ses responsabilités ou la libère de son obligation. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous avez un contrat avec moi, par exemple, et que vous devez pratiquer un service ou me livrer une marchandise, et qu'un événement survient qui vous empêche justement de livrer cette marchandise. Vous n'aviez pas prévu, vous ne pouvez pas résister à cet événement vous empêche de livrer cette marchandise, malgré le fait que normalement vous avez l'obligation de le faire. Cet événement de force majeure là vous exonère de votre responsabilité, et donc à ce moment-là, vous n'êtes plus obligé de me livrer ou de performe le service. Donc, nous sommes en cette période de crise sanitaire en plein, événement de force majeure. Justement. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les dernières mesures gouvernementales, bien que, on peut discuter de la façon avec laquelle ces mesures-là sont annoncées, parce que dès lors que la loi institue un certain nombre de choses et que vous les suspendez par communiqué, ça me pose un problème juridique. Mais bon, on peut passer là-dessus. C'est pas là-dessus. Voilà, on peut passer là-dessus. Qu'on est aujourd'hui. Donc, on a bien vu que le gouvernement a, avec ces dernières mesures, apporté certains éléments ou d'autres mesures, c'est-à-dire que la suspension du recouvrement forcé pour les entreprises, par exemple, la suspension des mesures de vérification fiscale, la suspension d'un certain nombre d'impôts. En fait, c'est parce qu'on se retrouve dans une situation où beaucoup d'acteurs ne sont plus capables de réaliser leurs obligations envers leurs partenaires. Et cela, et je vais rentrer dans quelque chose de plus concret. Allez-y, on vous écoute. Cela doit se répercuter, en principe, sur à peu près tous les acteurs de l'économie, y compris les petites gens qui sont chez eux, qui ont perdu leur emploi ou qui sont en chômage technique et qui ont des obligations, c'est-à-dire payer leur loyer, payer l'eau et leur l'électricité, facture, payer l'eau et l'électricité.
en fait, le gouvernement n'a pas expressément suspendu ces choses-là, mais on pourrait envisager, on pourrait imaginer que quelqu'un qui fait face à un événement de force majeure et qui, à cause de cet événement-là, a perdu son emploi, soit à même de dire à quelqu'un à qui il doit une obligation que je fais face à un événement de force majeure et donc je ne peux pas, en ces circonstances, répondre à mon obligation. Donc, cela veut dire, par exemple, si quelqu'un avait un loyer à payer et qu'il se retrouve, par exemple, en chômage technique, sur le coup, même s'il devait payer son loyer, il n'est pas obligé... Entendons-nous bien. Je ne suis pas en train de dire... Je vous pose juste la question. Hein. Oui, je ne suis pas en train de dire aux personnes qui nous écoutent de ne pas payer leur loyer. Oui. Ce que je dis, en revanche, c'est qu'ils sont dans des dispositions pour dire à ceux à qui ils doivent des obligations qu'ils sont dans une situation de force majeure et qu'ils ne peuvent pas et qu'ils ne sont pas en capacité de répondre à leurs obligations. Ceci est plus important à dire. Pourquoi? Parce que on pourrait envisager une action par laquelle un bailleur qui est excédé du fait que depuis 1 mois ou 2 mois, il n'a pas son loyer et veut expulser un locataire et la traite devant une juridiction quelconque, puisque c'est comme ça que vous devez expulser les gens. Oui. Vous n'allez pas chercher les gros bas au quartier pour venir enlever quelqu'un de chez lui parce qu'il n'a pas payé le loyer. Donc, on imagine donc qu'un bailleur décide d'attraire un locataire devant une juridiction pour le faire sortir. Eh bien, il sera mis en difficulté. Ce bailleur. Oui, il sera mis en difficulté. Je ne dis pas que, au Cameroun, tout est possible, hein, rien ne me surprendrait. Mais je dis qu'il sera mis en difficulté devant un juge parce que le locataire dira simplement et apportera simplement la preuve que, en raison d'un événement de force majeure, je suis un locataire. Et je suis dans l'incapacité. Je suis un locataire qui d'habitude paye, mais je suis dans l'incapacité de payer en raison d'un événement de force majeure. L'événement de force majeure, nous tous on le connaît. Et puis, il peut très bien rapporter la preuve qu'en raison de cette force majeure-là, il a été licencié ou il a été mis en chômage technique. Donc, je suis en train de dire qu'on peut imaginer que toutes les mesures gouvernementales qui ont été prises peuvent se répercuter sur un certain nombre de personnes en raison des événements qui arrivent. Et je vais ajouter en disant, beaucoup de personnes n'ont pas de contrat écrit, ils préfèrent des contrats oraux, ce qui est tout à fait valable, mais qui pose une difficulté de preuve, comme j'ai dit. Ce que je suggère, en fait, les juristes, les avocats, systématiquement, ils mettent des clauses de force majeure dans les contrats, peu importe. Oui. Donc, ce que je suggère, c'est que pour les chefs d'entreprise ou pour les locataires, toute personne, même pour les bailleurs, lorsque vous signez vos contrats, rassurez-vous que dans vos contrats, vous insérez une clause de force majeure, parce que un événement est vite arrivé et amène des personnes à se retrouver dans la difficulté et les empêche de répondre à leurs obligations. De répondre justement à leurs obligations. Maître Théo Yom, je vous dis merci d'avoir été avec nous ce matin. Docteur Eddy Momongori, je rappelle que vous avez 2 livres qui sont déjà édités et qui sont justement en circulation. On peut les retrouver où d'ailleurs? Dans les librairies de la ville. Hein. Dans les librairies de la ville. L'émergence d'un dragon africain d'envergure régionale, c'est la grande interrogation d'ailleurs de votre premier ouvrage. Et sans oublier, brève histoire de l'économie camerounaise 1945 à 2020. En tout cas, merci également, docteur Eddy Momongori, d'avoir été de notre ce matin. Merci. Mesdames, messieurs, c'est ici que va s'achever cette autre édition de DBS Matin, la seconde du genre de cette semaine. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. Et comme le disait quelqu'un, il y a quelque chose de pire dans la vie que de n'avoir pas réussi. C'est de n'avoir pas essayé. C'est ce qu'a déclaré Franklin Delano Roosevelt. Il ne faut pas seulement essayer une fois, pas 10 fois, pas 20 fois, pas 100 fois. Il faut essayer encore pour atteindre le succès, pour atteindre la réussite. À demain, si Dieu. Au revoir.